Le claquement retentit comme un coup de tonnerre dans le silence feutré de la cabine première classe. Les joues d'Aïssa Diallo brûlaient, marquées par la violence inattendue de la main de l'hôtesse de l'air. Les passagers, figés, la regardaient, certains avec des mâchoires tombantes, d'autres échangeant des murmures choqués. Une seconde auparavant, Aïssa, enceinte de jumeaux à 7 mois, avait simplement demandé un coussin pour soulager son dos douloureux. Maintenant, elle faisait face à une humiliation publique, sous le regard méprisant de Céleste Moreau, l'hôtesse dont les yeux bleus scintillaient de dédain. Vous, les gens comme vous, ne savez jamais rester à votre place, siffla Céleste, sa voix assez forte pour que les rangées voisines l'entendent. Aïssa, les doigts tremblants, saisit son téléphone. Un seul appel suffirait à faire basculer cette injustice vers la lumière. L'avion, encore à la porte d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, semblait retenir son souffle, ignorant que cet instant marquerait le début d'une tempête qui secourait bien plus qu'une simple cabine d'avion. Dans ce ciel de Paris, où l'élégance et l'égalité étaient vantées comme des valeurs sacrées, une femme allait défier un système qui cherchait à l'écraser. Aïssa Diallo, 35 ans, était une neurochirurgienne de renom, l'une des rares femmes noires à occuper un poste aussi prestigieux dans un hôpital parisien. Sa carrière, bâtie à force de nuits blanches et d'une détermination d'acier, l'avait menée à une découverte révolutionnaire. L'impact de la neuroplasticité sur les grossesses à haut risque. Ce jour-là, elle s'apprêtait à prendre un vol pour présenter ses recherches lors d'un congrès médical international à Paris, un moment qu'elle préparait depuis 3 ans. Assise dans son siège spacieux de première classe, elle savourait un rare instant de confort. Son mari, Malik, un architecte talentueux qui dessinait des immeubles modernes dans le quartier de la Défense, avait insisté pour qu'elle voyage en première classe. « Tu portes nos bébés, Aïssa, tu mérites le meilleur », avait-il dit en réservant les billets, un sourire chaleureux illuminant son visage. Malik, avec son élégance naturelle et son amour des costumes bien taillés, incarnait le charme parisien, toujours prêt à offrir un café serré à ses collègues dans un bistrot du Marais. Aïssa, plus réservée, préférait les matinées tranquilles dans leur appartement du 11e arrondissement, où elle sirotait d'un thé vert tout en lisant des revues médicales, entourée de plantes et de livres d'art africains. Le vol pour Paris, bien que court, était crucial. Aïssa avait soigneusement rangé ses notes de présentation dans son sac à main en cuir, un cadeau de Malik pour leur 5e anniversaire de mariage. En montant à bord, elle avait remarqué l'ambiance raffinée de la cabine. Les flûtes de champagne proposées aux passagers, les vestes soigneusement accrochées par les hôtesses, le murmure discret des conversations. Mais dès que Céleste Moreau, une hôtesse blonde au chignon impeccable, était apparue dans l'allée, l'atmosphère avait subtilement changé. Lorsque leurs regards s'étaient croisés, le sourire professionnel de Céleste s'était figé, remplacé par une froideur presque palpable. Aïssa, habituée aux micro-agressions dans sa carrière, avait choisi d'ignorer cette première impression. Elle s'était installée, ajustant sa robe en lin bleu marine, choisie pour son confort et son élégance discrète, parfaite pour une femme enceinte dans un cadre professionnel. Pendant les préparatifs avant le décollage, Céleste servait les passagers avec une efficacité étudiée, offrant des attentions particulières aux hommes d'affaires en costume et aux dames portant des foulards Hermès. Mais lorsqu'elle passait devant Aïssa, son attitude changeait. Elle évitait son regard. Ses gestes devenaient mécaniques. « Excusez-moi », avait dit Aïssa poliment, levant la main pour attirer son attention après que Céleste l'eût ignorée pour la 3e fois. « Pourrais-je avoir un verre d'eau pour prendre mes médicaments, s'il vous plaît ?» Céleste avait pincé les lèvres, comme si la demande était une offense. « Je m'occuperai de vous quand je pourrai », avait-elle répondu sèchement avant de s'éloigner. 20 minutes plus tard, Aïssa attendait toujours, observant Céleste discuter aimablement avec un couple âgé de l'autre côté de l'allée, leur offrant des amuse-bouches avec un sourire éclatant. Lorsque Céleste avait enfin apporté l'eau, sa main avait glissé, renversant le liquide glacé sur les notes manuscrites d'Aïssa. Les pages, méticuleusement préparées pour sa présentation, s'étaient imbibées d'eau. « Oh, je suis désolé », avait dit Céleste, son ton dénué de toute sincérité. « Vous devriez ranger vos affaires dans un endroit plus sûr. »
Aïssa, retenant sa frustration, avait essuyé les documents avec un mouchoir, tentant de sauver ce qu'elle pouvait. Elle savait que ce n'était pas un accident. La tension dans la cabine montait, mais Aïssa, formée à garder son calme dans les blocs opératoires, refusait de se laisser déstabiliser. Alors que l'avion se préparait au décollage, une douleur lancinante s'était installée dans le bas du dos d'Aïssa, un symptôme fréquent dans les grossesses gémellaires, comme son gynécologue l'avait prévenu. Le congrès était trop important pour être manqué, mais rester assise des heures sans soutien serait insupportable. « Excusez-moi », avait-elle appelé doucement lorsque Céleste était passée à nouveau. « Pourrais-je avoir un coussin pour mon dos? Je suis enceinte de jumeaux à 7 mois. » Céleste s'était arrêtée net, son visage se crispant. « Tout le monde a des besoins spéciaux », avait-elle rétorqué, coupant Aïssa. « Vous, les gens comme vous, voulez toujours un traitement particulier. » La cabine s'était tue, les conversations s'éteignant comme une bougie soufflée. Un homme d'affaires 3 rangées devant avait reçu 2 coussins sans même les demander, mais Aïssa sentait que sa requête était perçue comme une provocation. Avant qu'Aïssa ne puisse répondre, la main de Céleste s'était abattue sur sa joue avec une force qui fit basculer sa tête sur le côté. Le bruit du choc résonna dans la cabine, suivi d'un silence assourdissant. « Vous ne savez jamais rester à votre place », répéta Céleste, sa voix venimeuse. Les smartphones émergèrent des mains des passagers, certains filmant, d'autres murmurant leur indignation. Aïssa, sonnée, posa une main sur sa joue brûlante. Elle refusa de laisser les larmes monter, puisant dans sa résilience de médecin. Avec un calme remarquable, elle saisit son téléphone et composa le numéro d'Élodie Fournier, une amie d'enfance devenue conseillère juridique senior au ministère des Transports. « Élodie, c'est Aïssa. Je viens d'être agressée physiquement par une hôtesse sur le vol Air France Tiltra 3082 à Roissy. Oui, elle m'a giflé. Je suis enceinte de 7 mois. L'avion est encore à la porte. » En quelques minutes, la voix du commandant de bord crépita dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous devons rester à la porte en attendant une enquête sur un incident à bord. Veuillez rester assis. » Céleste, visiblement déstabilisée, blêmit en réalisant la gravité de la situation. Elle se tourna vers 2 collègues, chuchotant avec animation tout en jetant des regards accusateurs vers Aïssa. La tension dans la cabine première classe était palpable, les passagers prenant parti sans connaître toute l'histoire. « Elle m'a attaqué !» déclara Céleste haut et fort lorsqu'une autre hôtesse, visiblement la responsable, l'interrogea. « Elle a saisi mon poignet quand je lui ai dit que nous n'avions plus de coussin. J'ai réagi instinctivement pour me protéger. » Aïssa, abasourdie par le mensonge, ouvrit la bouche pour protester, mais un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccablement taillé, intervint. Jacques Beaumont, un entrepreneur parisien connu pour ses investissements dans le vin bordelais, avait tout filmé. « C'est absolument faux, » dit-il calmement, son téléphone à la main. « J'ai tout enregistré. Cette femme n'a rien fait d'autre que demander un coussin. » Malgré l'intervention de Jacques, les représentants de la compagnie, 2 hommes en costume sombre, montèrent à bord avec des expressions graves. Leur solution fut immédiate et biaisée. « Docteur Diallo, peut-être serait-il préférable que vous preniez un autre vol », suggéra l'un d'eux, un homme grand au ton mielleux. « Nous pouvons vous réserver une place sur un départ demain. » Aïssa, droite dans son siège, refusa de céder. « Je présente demain au Congrès médical national. Je n'ai violé aucun règlement et c'est moi qui ai été agressé. Je ne quitterai pas cet avion. » Ni un homme. Le représentant insista. La situation rend certains passagers mal à l'aise. « L'agression raciste m'a rendu assez mal à l'aise aussi, » rétorqua Aïssa, sa voix ferme malgré la douleur dans sa joue. La situation s'envenima lorsque 2 officiers de police montèrent à bord, l'air agacé par ce qu'ils semblaient considérer comme une dispute mineure. « Madame, évitons d'aggraver les choses, » dit l'un d'eux avec condescendance, à peine un regard vers la marque rouge sur le visage d'Aïssa. Voler est stressant pour tout le monde. Aïssa, contenant sa frustration, répondit avec son professionnalisme habituel. « Officier, j'ai des témoins et une vidéo prouvant que j'ai été agressé. »
Jacques, toujours assis à sa place, hocha la tête en signe de soutien, son attitude digne contrastant avec l'agitation ambiante. Un homme distingué, cheveux argentés et costume sur mesure, fit alors son entrée. Philippe Renaud, directeur du service client d'Air France, semblait incarner l'autorité de la compagnie. Sans même saluer Aïssa, il s'approcha de Céleste, posant une main rassurante sur son épaule. « Je comprends qu'une passagère est devenue agressive », dit-il assez fort pour que tous l'entendent. Aïssa se leva, malgré la douleur dans son dos, et s'adressa à lui avec une clarté implacable. « Monsieur, je suis le docteur Aïssa Diallo. Votre hôtesse m'a giflé pour avoir demandé un coussin. Je n'ai ni élevé la voix ni violé aucun règlement. J'ai été agressé sur votre avion, et je connais mes droits selon la législation des transports. » L'expression de Philippe se durcit, visiblement irrité par la connaissance juridique d'Aïssa. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme en uniforme du ministère des Transports apparut à l'entrée de la cabine. « Je suis Camille Laurent, division des droits des passagers », annonça-t-elle, montrant ses accréditations. « Nous avons reçu une plainte grave concernant une agression sur cet avion. » L'attitude de Philippe changea instantanément. « Nous menons une enquête approfondie, » assura-t-il avec un sourire forcé. « Juste un malentendu. » Camille, observant la marque sur la joue d'Aïssa, répondit sèchement. « Les malentendus ne laissent pas de marque sur les visages des passagers. Cette affaire nécessite une attention immédiate. » Après avoir recueilli les déclarations des témoins et visionné la vidéo de Jacques, Camille s'entretint en privé avec Philippe. Quelques minutes plus tard, Céleste fut escortée hors de l'avion, lançant un regard venimeux à Aïssa. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle en passant. Philippe s'adressa à la cabine avec une sollicitude feinte. « Nous nous excusons pour le retard. L'hôtesse Moreau sera remplacée et une enquête complète sera menée. » L'avion décolla enfin, avec 2 heures de retard. Aïssa resta dans son siège, mais l'atmosphère avait changé. Les autres membres d'équipage la servaient avec une distance marquée, et les regards des passagers oscillaient entre curiosité et évitement. Ce qui aurait dû être un voyage confortable devint une épreuve d'endurance. Alors que l'avion survolait la campagne française, une jeune hôtesse, Léa Dubois, s'approcha discrètement d'Aïssa pendant que les autres passagers somnolaient. « Docteur Diallo, je m'appelle Léa », murmura-t-elle, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. Ce que Céleste a fait est impardonnable. Ce n'est pas la première fois qu'elle traite mal des passagers. Comme vous. Je ne peux pas parler maintenant, mais je veux vous aider. Avant qu'Aïssa ne puisse répondre, Léa s'éloigna rapidement, reprenant son service avec un sourire professionnel. Cette brève interaction, dans l'intimité feutrée de la cabine, alluma une lueur d'espoir dans le cœur d'Aïssa. Elle n'était pas seule. À l'atterrissage à Paris, Aïssa sentit son téléphone vibrer sans cesse. Les notifications s'accumulaient. La vidéo de Jacques avait été partagée sur les réseaux sociaux et le hashtag #Justice pour Aïssa commençait à circuler. En descendant de l'avion, elle fut accueillie par une foule inattendue dans le terminal de Roissy. Des pancartes brandies par des inconnus proclamaient « Égalité dans les airs » et « Stop au racisme ». Mais d'autres, plus hostiles, l'accusaient de jouer la carte raciale. Les journalistes se pressaient autour d'elle, micro tendu. « Docteur Diallo, comment vous sentez-vous après avoir ruiné la carrière d'une hôtesse ?» cria l'un d'eux. Aïssa, épuisée mais digne, ignora les provocations et se fraya un chemin vers la sortie, escortée par la sécurité de l'aéroport. Dans le taxi qui la menait à son hôtel du quartier latin, Aïssa appela Malik. « Je suis arrivée, mais c'est le chaos », dit-elle, sa voix tremblante pour la première fois. « Ils sont partout, Malik. Les caméras, les pancartes, tout. » Malik, fidèle à son calme habituel, la rassura. « Tu es plus forte que ça, ma chérie. Repose-toi, prépare ta présentation. Je prends le prochain vol pour te rejoindre. » À l'hôtel, un établissement élégant aux murs ornés de tableaux impressionnistes, Aïssa trouva un mot du coordinateur du congrès, le professeur Étienne Moreau. « Cher docteur Diallo, nous sommes ravis de vous accueillir, mais votre incident à bord suscite des inquiétudes parmi nos sponsors. Peut-être pourrions-nous reporter votre présentation ?» Aïssa, serrant les dents, répondit par email.
Mes recherches sont prêtes. L'incident n'a rien à voir avec mon travail. Je présenterai demain comme prévu. Seul dans sa chambre, face à une vue sur la Seine scintillant sous les lumières parisiennes, Aïssa ouvrit son ordinateur. Les gros titres s'enchaînaient. Médecin enceinte giflée par une hôtesse, scandale à 30 000 pieds. Air France face à des accusations de racisme. Mais certains articles, issus de médias conservateurs, présentaient Céleste comme une victime. Hôtesse agressée par une passagère exigeante, titrait l'un d'eux. Aïssa ferma les yeux, sentant la fatigue l'envahir. Elle posa une main sur son ventre, où ses bébés donnaient de petits coups, comme pour lui rappeler pourquoi elle devait continuer. Demain, elle monterait sur scène pour présenter ses recherches, malgré la douleur, malgré l'humiliation, malgré la tempête qui s'annonçait. Mais dans l'ombre, une vérité plus sombre se dessinait. Céleste n'agissait pas seule, et le combat d'Aïssa ne faisait que commencer. Le terminal de Roissy-Charles de Gaulle bourdonnait d'une énergie chaotique comme une ruche dérangée. À peine Aïssa Diallo avait-elle posé le pied sur le tarmac parisien que son téléphone vibrait sans relâche, submergé par les notifications. La vidéo de l'incident, filmée par Jacques Beaumont, l'entrepreneur bordelais, avait embrasé les réseaux sociaux. Justice pour Aïssa rivalisait avec Soutenons Céleste, divisant l'opinion publique en deux camps irréconciliables. Les écrans géants de l'aéroport diffusaient des flashs d'informations. Scandale à bord d'un vol Air France. Une docteure enceinte agressée par une hôtesse. Dans les rues de Paris, où les passants sirotaient des espressos serrés en terrasse et feuilletaient Le Monde ou Le Figaro, l'histoire d'Aïssa devenait un sujet brûlant, débattu dans les cafés du Marais comme dans les salons huppés de Saint-Germain-des-Prés. Mais pour Aïssa, ce n'était pas une simple controverse médiatique. C'était une bataille personnelle, une lutte pour sa dignité, alors que la compagnie aérienne orchestrée par des forces invisibles cherchait à l'écraser sous une avalanche de déni et de diffamation. À l'hôtel du Quartier Latin, Aïssa s'efforça de se concentrer sur sa présentation pour le congrès médical. Les lumières douces de sa chambre, ornées de rideaux en velours et d'une vue sur Notre-Dame, ne parvenaient pas à apaiser son esprit. Elle relisait ses notes, trempées mais encore lisibles, tout en caressant son ventre où ses jumeaux semblaient s'agiter, comme s'ils percevaient son tumulte intérieur. Malik, arrivé dans la nuit, l'enlaça doucement, son parfum de vétiver, qu'il portait toujours avec une élégance parisienne, apportant un réconfort fugace. « Tu vas briller demain, Aïssa », murmura-t-il, posant une tasse de tisane à la verveine sur la table de chevet, une habitude qu'il avait prise pour calmer ses nerfs. Mais le calme fut de courte durée. Un email d'Air France atterrit dans sa boîte de réception. Une proposition de règlement confidentiel, offrant 50 000 € en échange de son silence absolu sur l'incident. Les termes étaient clairs. Retirer toute publication sur les réseaux sociaux, faire une déclaration conjointe de « résolution à l'amiable » et ne plus jamais évoquer l'affaire publiquement. Aïssa sentit la colère monter. « Ils pensent que je vais vendre ma dignité pour de l'argent », dit-elle à Malik, froissant le papier qu'elle avait imprimé. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. » Le lendemain matin, Aïssa entra dans la salle de conférence du Palais des Congrès, vêtue d'une robe tailleur bleu nuit, choisie pour sa sobriété et son élégance, un clin d'œil à la mode parisienne qui valorise la simplicité sophistiquée. Mais l'ambiance dans la salle était tendue. Le professeur Étienne Moreau, coordinateur du Congrès, l'accueillit avec un sourire crispé. « Docteur Diallo, votre présence attire beaucoup d'attention, » dit-il, ajustant ses lunettes. « Certains sponsors craignent que votre situation ne détourne l'attention de la science. » Aïssa, droite comme un i, répondit avec fermeté. « Mes recherches sur la neuroplasticité pendant la grossesse sont solides. L'incident n'a rien à voir avec mon travail. » La salle, censée être comble pour une présentation de cette envergure, comptait de nombreux sièges vides. Les regards des collègues oscillaient entre soutien discret et froideur marquée. Lorsqu'elle monta sur scène, Aïssa prit une profonde inspiration. « Bonjour, je suis le docteur Aïssa Diallo. »« Oui, je suis la femme de la vidéo virale. »« Oui, j'ai été agressée pour avoir demandé un coussin. »
Mais pendant les 40 prochaines minutes, je vous demande de vous concentrer sur la science qui peut sauver des milliers de femmes et leurs bébés. Sa présentation, livrée avec une précision chirurgicale, fut accueillie par des applaudissements timides, puis plus chaleureux, alors que la valeur de son travail s'imposait même aux plus sceptiques. Mais à l'extérieur de la salle, la tempête médiatique s'intensifiait. Les chaînes d'information en continu, comme BFM TV, diffusaient des débats enflammés. Certains commentateurs conservateurs présentaient Céleste comme une victime d'une passagère agressive, tandis que des activistes scandaient Black Lives Matter dans les airs, devant le siège d'Air France à Paris. Jacques Beaumont, le témoin clé, fit une apparition surprise sur une chaîne locale, brandissant son téléphone. « J'ai tout vu », déclara-t-il, son accent bordelais ajoutant une touche d'authenticité. Cette docteure n'a rien fait d'autre que demander un coussin. Ce que l'hôtesse a fait était inacceptable. Sa déclaration déclencha une manifestation spontanée à Roissy, où des étudiants parisiens, drapés dans des écharpes aux couleurs de leurs universités, brandissaient des pancartes réclamant justice. Mais Air France contre-attaqua. Une interview de Céleste, soigneusement mise en scène, fut diffusée sur une grande chaîne nationale. Les larmes aux yeux, elle raconta « J'ai servi des passagers de tous horizons pendant 15 ans sans incident. Cette passagère m'a menacé. J'ai réagi sous le coup de la peur. » Le présentateur hocha la tête avec empathie, demandant si elle craignait d'être victime de la culture de l'annulation. Pendant ce temps, Élodie Fournier, l'amie juriste d'Aïssa, travaillait sans relâche depuis son bureau du ministère des Transports, situé dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement. Élodie, avec ses tailleurs impeccables et son goût pour les macarons Ladurée qu'elle partageait lors des pauses café, était une force tranquille. Elle avait recruté Pierre Lefebvre, un avocat spécialisé dans les droits civils, connu pour son franc-parler et son aversion pour les injustices corporatives. Ensemble, ils découvrirent un système interne chez Air France, une matrice de classification des plaintes, où les réclamations des passagers de minorité étaient systématiquement reléguées au rang de faible priorité. C'est de la discrimination institutionnalisée, déclara Pierre, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Ils évaluent les plaignants selon leur influence. Followers sur les réseaux, profession, connexion. Aïssa, avec son statut de docteur et ses contacts au ministère, est leur pire cauchemar. Léa Dubois, la jeune hôtesse qui avait chuchoté son soutien à Aïssa dans l'avion, prit un risque immense en contactant Élodie. Lors d'un rendez-vous secret dans un café discret de Montmartre, où les serveurs versaient du vin rouge dans des verres ballons, Léa glissa une clé USB à Élodie. « Ce sont des plaintes archivées, des emails internes », murmura-t-elle, nerveuse. Céleste a un surnom parmi les équipages minoritaires, la classificatrice. Elle décide du niveau de service en fonction de la race des passagers. 7 plaintes ont été déposées contre elle ces 3 dernières années, toutes étouffées. Léa expliqua que son propre cousin, un adolescent d'origine maghrébine, avait été humilié par Céleste lors d'un vol précédent, forcé d'attendre 1 heure pour un simple soda. « Je ne peux plus me taire », dit-elle, ses yeux brillants de détermination. Mais la machine d'Air France était redoutable. Aïssa reçut un appel de sa mère, Mariam, une ancienne institutrice à la retraite vivant à Saint-Denis. « Ma chérie, des gens appellent à la maison jour et nuit, » dit Mariam, sa voix tremblante. « Ils disent des choses horribles sur toi, sur nous. » Le lendemain, Mariam s'effondra dans son petit jardin, victime d'une crise cardiaque. Aïssa, bouleversée, prit un vol pour rejoindre sa mère à l'hôpital. Dans la salle d'attente, entourée de l'odeur de désinfectant et du bourdonnement des néons, elle réalisa que la campagne contre elle s'étendait à sa famille. « Ils veulent de nous briser », murmura-t-elle à Malik, qui serrait sa main, son écharpe en cachemire glissée autour de son cou, une touche d'élégance même dans la détresse. De retour à Paris, la pression s'intensifia. Aïssa, désormais à 8 mois de grossesse, sentit des contractions précoces, un signe inquiétant. Son gynécologue, le docteur Sophie Martin, une femme énergique aux lunettes rondes, l'avertit. « Votre tension artérielle est trop élevée. Le stress est dangereux pour vous et les bébés. Vous devez réduire vos activités immédiatement. » Mais Aïssa ne pouvait pas s'arrêter.
Elle apprit par Pierre que Céleste était la nièce de Vincent Delacroix, directeur des opérations d'Air France, ce qui expliquait pourquoi l'enquête interne traînait en longueur. « Ils protègent les leurs », dit Pierre, sirotant un café noir dans son bureau encombré de dossiers. « Mais nous avons Léa et les documents. Nous pouvons prouver un système de discrimination systématique. » Alors que la bataille juridique prenait forme, un nouvel allié émergea. Jacques Beaumont, l'entrepreneur bordelais, ne se contentait pas d'avoir filmé l'incident. Il utilisa ses connexions dans les cercles d'affaires parisiens pour organiser une conférence de presse improvisée devant l'Arc de Triomphe. Vêtu d'un costume 3 pièces et d'un chapeau fedora, il déclara aux journalistes: « Ce que j'ai vu dans cet avion était une injustice. En France, pays de la liberté et de l'égalité, nous ne pouvons tolérer cela. » La vidéo, rediffusée en boucle, galvanisa le soutien public. Des manifestations éclatèrent à Roissy, où des jeunes Parisiens, portant des baskets blanches et des vestes en jean, scandaient des slogans contre Air France. Mais la compagnie riposta, engageant une firme de gestion de crise qui diffusa des articles suggérant qu'Aïssa exagérait l'incident pour des raisons personnelles. Le coup le plus dur vint lorsque Aïssa, hospitalisée pour des complications liées à sa grossesse, donna naissance prématurément à ses jumelles, Amira et Noor, dans une unité de soins intensifs néonatales. Les bébés, pesant à peine 2 kilos chacun, reposaient dans des incubateurs, reliés à des moniteurs. Aïssa, encore faible, passait ses journées entre sa chambre d'hôpital et le service de néonatologie, son cœur déchiré entre l'amour pour ses filles et la rage contre l'injustice. Malik, fidèle à ses côtés, organisait des plateaux repas avec des croissants et des confitures artisanales, essayant de recréer un peu de la chaleur de leur appartement parisien. Mais même dans cet espace fragile, les attaques continuaient. Un mot glissé sous la porte de sa chambre d'hôpital disait « Rentre chez toi, docteur ». Aïssa, serrant les poings, comprit que la lutte ne faisait que commencer. La tempête médiatique avait révélé une vérité plus profonde. L'incident à bord n'était que la pointe d'un iceberg de discrimination systémique, et Air France ferait tout pour protéger son image, même au détriment de la vérité. L'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Necker-Enfance Malade baignait dans une lumière tamisée, rythmée par le bip discret des moniteurs surveillant les fragiles battements de cœur d'Amira et de Noor, les jumelles d'Aïssa Diallo. À peine âgées de 2 semaines, chacune pesant à peine plus de 2 kilos, elles reposaient dans leurs incubateurs, leurs petites mains serrées comme pour se donner du courage. Aïssa, encore affaiblie par son accouchement prématuré et les complications de sa prééclampsie, passait ses journées à leur côté, alternant entre espoir et angoisse. Pourtant, même dans cet espace de vulnérabilité, son esprit restait en alerte. La bataille contre Air France, loin de s'apaiser, avait atteint un point critique. Les documents fournis par Léa Dubois révélaient un système de discrimination institutionnalisé, mais la compagnie, avec ses ressources infinies, semblait intouchable. Alors que Paris s'éveillait sous un ciel gris, où les Parisiens se pressaient dans les métros ou s'attardaient en terrasse avec un café au lait, Aïssa découvrait une lueur d'espoir inattendue, des alliés tapis dans l'ombre, prêts à faire basculer la balance du pouvoir. Dans sa chambre d'hôpital, décorée de quelques cartes de vœux et d'un bouquet de pivoine offert par Malik, Aïssa reçut un email anonyme à 3 heures du matin. L'expéditeur, se présentant sous le pseudonyme Admin de 577, écrivait « Docteur Diallo, je travaille au département informatique d'Air France. Ce qu'ils vous font est inacceptable. Ils ont cru effacer toutes les preuves, mais nos serveurs de sauvegarde conservent tout. Utilisez ceci avec prudence. » Les pièces jointes contenaient une mine d'or. Des emails originaux entre Vincent Delacroix, le directeur des opérations, et Philippe Renaud, le directeur du service client, planifiant la dissimulation de l'incident. Des dossiers personnels de Céleste Moreau révélant 8 plaintes antérieures pour discrimination, toutes étouffées. Et, plus accablant encore, une directive interne ordonnant des pratiques discriminatoires déguisées en priorisation des clients à haute valeur. Un email de Delacroix à l'équipe de direction stipulait
Nos clients les plus rentables préfèrent un service reflétant leur propre profil. Sans le dire publiquement, nos protocoles doivent s'aligner sur ces attentes. Aïssa, les mains tremblantes, transféra immédiatement les documents à Élodie Fournier et Pierre Lefebvre, son équipe juridique. C'est explosif, murmura-t-elle, caressant une photo de ses jumelles posée sur sa table de chevet. Le lendemain, dans un café discret près de la place des Vosges, où les serveurs en tablier noir servaient des tartines beurrées, Pierre organisa une réunion d'urgence. Avec ses lunettes cerclées d'acier et son écharpe en laine soigneusement nouée, il incarnait le sérieux des avocats parisiens. « Ces documents prouvent une corruption systématique, dit-il, feuilletant les impressions. Mais ils ont été obtenus illégalement. En cours, ils seraient irrecevables. » Élodie, élégante dans un tailleur gris-perle, ajouta « Nous pouvons les utiliser pour orienter notre enquête légale, demander précisément les documents qu'ils ne peuvent plus cacher. Et nous pouvons les transmettre à des journalistes protégés par le secret des sources. » Leur plan était risqué, mais la détermination d'Aïssa, forgée dans les salles d'opération où chaque seconde comptait, les galvanisait. Elle savait que le temps jouait contre eux. Air France ne tarderait pas à découvrir la fuite. La contre-attaque de la compagnie fut rapide et brutale. Quelques heures après la réunion, Léa appela Aïssa, sa voix tremblante. « Ils savent pour la fuite, » dit-elle paniquée. « Il y a une chasse aux sorcières au siège. Ils ont déposé une injonction d'urgence, accusant une espionnage d'entreprise. » En effet, les avocats d'Air France, menés par le prestigieux cabinet Moreau & Associés, obtinrent une ordonnance de silence interdisant à Aïssa, son équipe juridique ou quiconque agissant en leur nom, de diffuser ou d'évoquer tout document interne non obtenu par des voies officielles. Pierre, furieux, analysa l'ordonnance dans son bureau du 6e arrondissement, entouré de piles de dossiers et d'une machine à expresso. « C'est brillant, admit-il. Ils ne contestent pas le contenu des documents, mais leur provenance. Ils utilisent la justice pour enterrer la vérité. » Aïssa, depuis son lit d'hôpital, sentit le désespoir la gagner. Comment combattre un système qui semblait avoir prévu chaque mouvement? Mais un nouvel allié émergea, inattendu et puissant. Lors d'une visite à l'hôpital, Malik mentionna avoir contacté le professeur Claire Dubois, une neurochirurgienne émérite et mentor d'Aïssa à la faculté de médecine de la Sorbonne. Claire, une femme d'une 60aine d'années, élégante avec ses cheveux argentés relevés en chignon et ses lunettes en écaille, entra dans la chambre d'Aïssa avec une présence imposante. « Ma chère, dit-elle, s'asseyant avec grâce, votre mari m'a parlé de votre combat. J'ai moi-même affronté des discriminations dans ma carrière. Vous n'êtes pas seule. » Claire révéla qu'elle siégeait au conseil d'administration de plusieurs hôpitaux, dont Necker et de la Banque Atlantique, l'un des plus grands actionnaires institutionnels d'Air France, détenant 9% des parts. « L'ordonnance vous interdit de partager ces documents publiquement ou en justice, » expliqua-t-elle avec un sourire rusé. Mais une consultation médicale entre une patiente et un médecin est protégée par le secret professionnel. Si vous me parlez des impacts du stress sur votre grossesse, causés par des pratiques systémiques dans les transports, je suis libre d'agir en tant que membre de conseil d'administration. Claire organisa une série de consultations discrètes dans une salle privée de l'hôpital, où Aïssa rencontra des figures influentes. Bernard Giraud, président de la Banque Atlantique, un homme au costume sur mesure et à l'amour des grands crus bordelais. Sophie Valéry, une avocate influente membre du conseil de l'hôpital Pompidou, et Antoine Leclerc, un ancien ministre reconverti dans la finance. Aïssa, malgré sa fatigue, exposa avec précision comment les pratiques discriminatoires d'Air France avaient aggravé sa prééclampsie, mettant en danger ses jumelles. Elle décrivit les documents, sans jamais les montrer, soulignant leur portée systémique. Bernard, père de 3 enfants, fut particulièrement touché. Ces pratiques représentent un risque financier colossal, dit-il, sirotant un Perrier. En tant qu'actionnaire, j'ai un devoir fiduciaire d'agir. Sophie ajouta « La réputation d'Air France est en jeu. Les passagers parisiens, habitués à l'élégance et à l'équité, n'accepteront pas cela. » Pendant ce temps, la machine d'Air France continuait de broyer ses adversaires. Léa, licenciée pour violation de la confidentialité, reçut une assignation en justice pour vol de données. Son appartement fut cambriolé,
Son ordinateur et ses disques durs disparurent. Terrifiée, elle trouva refuge chez Aïssa et Malik dans leur appartement du 11e arrondissement où les odeurs de tagine préparées par Malik emplissaient de l'air. « Ils veulent nous isoler », murmura Léa, vérifiant nerveusement les verrous. Aïssa, elle, faisait face à de nouvelles attaques. Son hôpital reçut une plainte anonyme mettant en doute ses compétences, et Malik perdit un contrat majeur avec un promoteur immobilier, une décision influencée par les connexions d'Air France. Même leur assurance santé fut suspendue pour une vérification administrative, pile au moment où les frais médicaux des jumelles s'accumulèrent. Mais le vent tourna lorsque Claire organisa une réunion stratégique avec Bernard Giraud avant l'Assemblée générale des actionnaires d'Air France, prévue dans un hôtel de luxe près des Champs-Élysées. Bernard, accompagné de son équipe juridique, confronta Vincent Delacroix dans une salle de réunion aux murs lambrissés. « Monsieur Delacroix, dit-il froidement, nous avons été informés de graves manquements à la gouvernance, représentant un risque de 2 milliards d'euros en litige potentiel pour discrimination. La Commission européenne a ouvert une enquête pour fraude boursière, basée sur vos déclarations publiques contredites par des pratiques internes. » Delacroix, habitué à naviguer dans les eaux troubles du pouvoir, blêmit. « Il doit y avoir un malentendu, » balbutia-t-il. Bernard, implacable, ajouta: « La Banque Atlantique, avec 3 autres investisseurs institutionnels représentant 35% des voix, proposera aujourd'hui la suspension de toute l'équipe dirigeante. » L'Assemblée des actionnaires fut un séisme. Les actions d'Air France chutèrent de 12% en quelques heures, alors que les rumeurs de crise de gouvernance se propageaient. Bernard, vêtu d'un costume bleu marine digne des cercles d'affaires parisiens, monta à la tribune. « La discrimination systémique est une menace financière inacceptable, » déclara-t-il, provoquant des murmures dans l'Assemblée. Delacroix, Renault et leur cercle furent suspendus, remplacés par une direction intérimaire menée par Isabelle Martel, une vice-présidente sans lien avec l'ancienne clique. Isabelle, connue pour son pragmatisme et son goût pour les tailleurs Chanel, contacta Aïssa directement. Dans une salle privée de l'hôpital, elle présenta ses excuses publiques. « Docteur Diallo, ce qui vous est arrivé est inexcusable. Nous mettons en place le protocole Diallo. Formation anti-discrimination, procédure transparente, supervision externe. Avec votre accord, nous partagerons ce modèle avec l'industrie. » Elle ajouta que Céleste était licenciée, Renault avait démissionné et Léa serait réintégrée avec compensation. Aïssa, tenant Amira contre sa poitrine, réfléchit. La proposition incluait un fonds pour une fondation soutenant les victimes de discrimination, le retrait de toute poursuite contre elle et Léa, et la levée de l'ordonnance de silence. « Pourquoi ce revirement ?» demanda-t-elle, méfiante. Isabelle, franche, répondit. « Les actionnaires privilégient les profits. La discrimination est un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. » Aïssa insista pour une dernière condition. Léa récupère son ancienneté et ses frais juridiques sont couverts. Isabelle accepta. 6 mois plus tard, Aïssa se préparait pour une interview sur France 2, dans un studio parisien où les techniciens ajustaient les projecteurs. Amira et Nord, désormais en bonne santé, babillaient dans un parc à jouets, leurs fossettes rappelant celles de Malik. Vêtue d'une robe en soie verte, Aïssa incarnait l'élégance parisienne, un foulard noué avec soin autour de son cou. L'interview, menée par une journaliste respectée, explora l'impact de son combat. « Docteur Diallo, votre affaire a changé la façon dont les entreprises abordent la discrimination. Imaginiez-vous qu'une simple demande de coussin mènerait à une réforme législative? » Aïssa sourit. « Jamais. Mais quand une injustice expose un système, on ne peut pas se taire, même si cela coûte tout ce qu'on a construit. » Le protocole Diallo, adopté par 6 compagnies aériennes, devint une référence. Céleste, Delacroix et Renault firent face à des poursuites pour obstruction à la justice. Aïssa, réintégrée à Necker, fonda la Fondation Diallo, offrant un soutien juridique aux victimes. Léa, promue formatrice en diversité, transforma les pratiques d'Air France. Jacques Beaumont reçut une médaille citoyenne pour son courage. Lors d'un vol retour, une hôtesse, une jeune femme d'origine sénégalaise, offrit à Aïssa un coussin avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, docteur. » Ce simple geste,
empreint de respect, symbolisait tout ce pourquoi Aïssa s'était battue. Une égalité non négociable, dans les airs comme sur terre. L'histoire d'Aïssa Diallo dans un ciel de justice n'est pas seulement un récit captivant d'une femme confrontée à l'injustice, elle est un miroir tendu à chacun de nous invitant à réfléchir sur notre place dans un monde où les inégalités persistent, souvent masquées par les apparences policées de la société. En France, pays qui se revendique des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne avec une force particulière. Elle nous rappelle que ces idéaux, gravés dans la pierre des institutions républicaines, ne sont pas des acquis immuables, mais des combats quotidiens. À travers le parcours d'Aïssa, son courage face à la discrimination, ses sacrifices personnels et sa victoire improbable contre un géant corporatif, nous pouvons tirer des leçons profondes, applicables à nos vies, que nous soyons dans un café parisien en train de discuter philosophie, dans un bureau haussmannien à négocier un contrat, ou dans un métro bondé, observant les visages divers de la capitale. D'abord, l'histoire d'Aïssa nous enseigne la puissance de la résilience face à l'adversité. Lorsqu'elle reçoit cette gifle humiliante de Céleste Moreau dans la cabine feutrée d'un avion Air France, Aïssa aurait pu choisir le silence, une réaction compréhensible pour une femme enceinte de jumeaux, déjà épuisée par une carrière exigeante. Pourtant, elle décide de riposter, non pas par colère, mais par un sens aigu de la justice. Ce choix reflète une qualité profondément ancrée dans la culture française. L'idée que l'individu, armé de raison et de conviction, peut défier l'injustice, même lorsque les forces en présence semblent écrasantes. Dans nos vies, nous rencontrons tous des moments où il est tentant de baisser les bras. Une remarque discriminatoire au travail, une injustice dans notre quartier, ou même une bureaucratie qui semble indifférente. Aïssa nous montre qu'il est possible de rester debout, même lorsque le coût est élevé. Elle incarne cette élégance morale que les Français admirent, celle d'un Montaigne ou d'un Camus, qui persistent à chercher la vérité malgré l'absurde. Cette résilience, cependant, ne suffit pas seule. Une deuxième leçon cruciale est l'importance des alliances stratégiques. Aïssa ne gagne pas son combat isolément. Elle s'appuie sur Élodie, son amie juriste, Pierre, l'avocat passionné, Léa, l'hôtesse courageuse, Jacques, le témoin inattendu, et Claire, la mentor influente. Ses alliés, issus de milieux variés, du ministère des Transports au cercle d'affaires parisien, illustrent une vérité universelle. Changer un système nécessite une coalition. En France, où les réseaux sociaux et professionnels jouaient un rôle central, cette leçon est particulièrement pertinente. Que ce soit dans un dîner en ville où l'on échange des idées autour d'un verre de Chablis ou lors d'une manifestation place de la République, construire des ponts avec d'autres est essentiel. Pour nous, cela signifie chercher des alliés dans nos combats personnels, un collègue qui partage nos valeurs, une association locale ou même un inconnu prêt à témoigner d'une injustice. Aïssa nous rappelle que la fraternité, ce troisième pilier de la République, n'est pas un mot vide, mais une pratique active. Une troisième leçon, peut-être la plus subtile, concerne la compréhension des dynamiques de pouvoir. Aïssa ne se contente pas de dénoncer l'injustice. Elle apprend à naviguer dans un système complexe où les règles sont souvent biaisées en faveur des puissants. La découverte que Céleste est protégée par son oncle, Vincent Delacroix, un haut dirigeant d'Air France, révèle l'ampleur de la corruption institutionnelle. Pourtant, Aïssa, grâce à l'intervention de Claire et de Bernard, exploite les failles de ce même système, les intérêts financiers des actionnaires. Cette approche stratégique reflète une sensibilité française pour l'art de la négociation que l'on retrouve dans les discussions animées des marchés de Provence ou dans les couloirs des grandes entreprises du CAC 40. Dans nos vies, cela nous invite à analyser les structures qui nous entourent. Qui détient le pouvoir? Quels sont leurs intérêts? Comment pouvons-nous les influencer? Que ce soit pour obtenir une promotion, défendre un droit ou changer une politique locale, comprendre ces dynamiques est un levier puissant. L'histoire met également en lumière le coût personnel de la lutte contre l'injustice, une réalité que les Français, avec leur histoire de révolution et de résistance, comprennent intimement. Aïssa risque tout, sa carrière de neurochirurgienne, sa santé, la stabilité financière de sa famille et même la sécurité de ses proches, comme sa mère Mariam, victime d'une crise cardiaque sous la pression des harcèlements.
Ce sacrifice rappelle les héros de la Résistance, ou même les figures littéraires comme Jean Valjean, qui paient un prix élevé pour leurs convictions. Pour nous, cela pose une question difficile. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce qui est juste? Dans une société où le confort d'un appartement parisien, d'un dîner en terrasse ou d'un week-end à Deauville peut nous rendre complaisants, Aïssa nous pousse à examiner nos priorités. Elle nous rappelle que la justice n'est pas gratuite, mais que son prix, bien que lourd, est souvent justifié par l'héritage qu'elle laisse. Pour Aïssa, un monde plus équitable pour Amira et Nour. Enfin, un ciel de justice nous enseigne que le changement durable vient souvent de rendre l'injustice coûteuse pour ceux qui la perpétuent. La victoire d'Aïssa ne repose pas sur une soudaine illumination morale d'Air France, mais sur la pression des actionnaires, conscients que la discrimination est un luxe financier qu'ils ne peuvent plus se permettre. Cette leçon, pragmatique et presque machiavélique, résonne avec l'esprit français, qui allie idéalisme et réalisme. De Zola dénonçant l'affaire Dreyfus dans J'accuse aux grèves modernes pour les droits des travailleurs, les Français savent que le pouvoir cède souvent sous la pression économique ou sociale. Dans nos vies, cela signifie identifier les leviers qui peuvent forcer le changement. Boycotter une marque, soutenir une cause publiquement ou mobiliser une communauté. Aïssa transforme une gifle en une réforme systémique, le protocole Diallo, parce qu'elle rend la discrimination insoutenable pour Air France. Nous pouvons faire de même, à notre échelle, en rendant les injustices visibles et coûteuses. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne demande du courage, mais aussi une certaine élégance, celle d'agir avec dignité, comme Aïssa le fait en montant sur scène pour présenter ses recherches malgré l'humiliation subie. En France, où l'art de vivre est une philosophie, cette élégance se traduit par des gestes simples. Défendre un collègue victime d'une remarque raciste lors d'une pause café, écrire une lettre au maire pour dénoncer une injustice locale, ou simplement écouter avec empathie une personne marginalisée. Ces actes, petits ou grands, tissent la toile d'une société plus juste. Aïssa nous montre que chaque combat, même perdu, plante une graine pour l'avenir, comme les pavés parisiens qui portent encore l'écho des révoltes de mai 68. Pour moi, cette histoire évoque une soirée d'automne dans un bistrot du Marais, où l'on débat avec passion des grandes idées, un verre de vin rouge à la main. Elle me rappelle que la France, avec ses contradictions et sa beauté, est un pays où l'individu peut encore faire une différence, à condition de ne pas se taire. Elle m'inspire à être plus attentif aux injustices autour de moi, à ne pas détourner le regard lorsqu'un sans-abri est ignoré dans le métro, ou lorsqu'un collègue est traité différemment à cause de son origine. Elle me pousse à cultiver des alliances, à comprendre les jeux de pouvoir dans mon propre milieu et à accepter que défendre la justice peut coûter cher, mais que le prix du silence est souvent plus élevé. En conclusion, Un ciel de justice n'est pas seulement l'histoire d'Aïssa Diallo, c'est un appel à l'action pour chacun de nous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce message d'espoir et de courage. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos collègues, votre famille, dans un message WhatsApp, sur Instagram ou autour d'un dîner parisien. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent ceux qui osent défier l'injustice. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'une discrimination non dénoncée? Avez-vous déjà pris position, au risque de tout perdre? Vos histoires comptent, car ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque passager, dans les airs comme sur terre, est traité avec la dignité qu'il mérite. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour d'autres combats pour la justice.